Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play consacré au Group of Five. Ce soir, je suis avec Maxence et Geoffrey. Salut Maxence, salut Geoffrey. Salut tout le monde. Salut Baptiste. Et Salut bonjour Maxence. Baptiste, et bonjour à tous. C'est bien, vous êtes polis, il faut être poli avec les anciens, ça fait plaisir. J'espère que vous avez passé une bonne semaine de college football. Alors Maxence pas trop, Non. et Geoffrey un peu mieux quand même. Non, pas trop. Les Knights se sont fait dérouiller par Colorado, donc pas le meilleur week-end. Mais bon. En vrai, il fallait qu'on se prenne une claque. Dans la douleur contre Arkansas. C'est vrai. Mais c'est une victoire, donc ça fait plaisir quand même. Oui, parce que toi t'as pas. C'était compliqué aussi, les Cowboys. Ah non, mais nous, ça fait deux samedis de suite, on joue pas. Nous, voilà. On a décidé de laisser des victoires d'avance aux autres équipes de la Big 12. C'est une tactique pour revenir par l'arrière. C'est mieux. On est meilleur comme ça. Mais aujourd'hui, les garçons, on va pas s'occuper des grosses, entre guillemets, conférences. Mais les guillemets, bon, vous pouvez pas me voir, mais j'ai fait les guillemets. Grosses conférences, on va parler du Group of Five, donc des 5 plus petites conférences du college football, plus de la Pac-12, bien évidemment. On n'oublie pas les Beavers et les Cougars. Voilà, un fonctionnement que vous connaissez bien maintenant, puisque c'est déjà le 3e épisode. Donc voilà, ça me fait plaisir de vous avoir avec moi, les garçons. Ouais, c'est cool. Voilà, on va mettre un peu de dynamisme dans cet épisode-là. Alors, comme d'habitude, on va vous présenter les résultats conférence par conférence. On va s'arrêter sur, on va dire, les résultats les plus importants du week-end, aussi bien dans la lutte pour le titre de conférence que pour la place, El Famoso place pour le College Football Playoff. Donc voilà. Donc sans plus attendre, je vous propose de commencer, les gars. On va commencer par l'American Athletic Conference, si ça vous va. Ouais. Et on va parler de qui, Maxence? De Tulane, c'est ça, pour commencer? On va commencer par Tulane, effectivement. C'était le match de samedi à 18h face à South Florida, entre deux équipes en début de saison qui étaient considérées comme des contenders pour le titre de l'American, et qui a été un match plein d'enseignements. Personnellement, j'ai regardé vraiment la première mi-temps, puisque comme on va vous le dire, le match a été vite plié par la Green Wave. Puisque victoire 45-10 donc de Tulane face à South Florida, les Bulls qui déçoivent quand même vachement sur ce match-là. On s'attendait au rendez-vous pour c'était l'ouverture pour les deux équipes des matchs d'American, et Tulane a vraiment dominé de la tête et des épaules dans ce match-là, avec Darian Mensah qui a lancé 3 touchdowns à la passe, 326 yards, qui a vraiment été très très bon sur ce match. On disait un petit peu sur les matchs contre Kansas State et Oklahoma qu'il avait un peu ce profil athlétique, mais pas trop passeur. Là, contre South Florida, il a quand même montré qu'il était capable de diriger une attaque aussi par la passe, et avec deux très bons receveurs, Dontae Fleming et Mario Williams, qui ont vraiment éclaboussé la rencontre de leur talent. Donc ça a été un no-match complètement. Tulane les a dominés de la tête et des épaules, notamment en défense. On a eu 2 fumbles récupérés par la défense de Tulane, et donc Tulane retrouve la victoire après les 2 défaites face aux équipes de Power 5 contre Kansas State et Oklahoma. Donc c'est bien pour Tulane qui réenclenche la marche en avant, et je pense que la performance contre South Florida est une performance qui en appelle d'autres dans la conférence américaine, contre des adversaires largement à leur portée. Geoffrey, un mot de plus par rapport à ce match de Tulane, où on passe aux académies militaires qui sont assez impressionnantes en début de saison. Non. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que du coup, avec cette victoire de Tulane et la défaite de Memphis la semaine dernière, l'américaine se retrouve à nouveau très ouverte pour le titre de conférence. Ça c'est clair, parce que c'est vrai que Tulane a 2 défaites, mais c'est des matchs qui ne comptent pas dans le truc de conférence, donc pour eux c'est tout bénef, quoi. C'est ça, et South Florida n'a pas l'air, en tout cas sur ce match-là, il va falloir qu'ils fassent mieux s'ils veulent participer à cette course du côté de South Florida. Et surtout qu'il y a deux nouveaux, enfin il y a 2 équipes qu'on n'attendait pas qui sont sérieuses. Ça c'est clair. Tout à fait. Tu voulais dire alors un petit mot sur les académies militaires, donc qui sont à 4-0 toutes les deux pour la première fois depuis 1945. À l'époque où les États-Unis roulaient sur le monde, donc forcément les académies militaires étaient très fortes. En fait, blague à part, c'est parce qu'ils recrutaient des jeunes gens qui devaient aller à l'université à l'époque, qu'ils ont
forcément avait les meilleurs joueurs à l'époque, puisque au lieu d'aller jouer à Alabama, etc., en Ivy League, ils allaient participer à la guerre, donc ils se retrouvaient à Army et Navy, donc forcément à cette époque-là, les académies militaires étaient hyper fortes. Donc ils sont à 4-0. Est-ce qu'ils sont favoris pour le titre dans la conférence? J'arrive pas encore à me dire qu'ils sont favoris parce que on n'est pas habitué à avoir une académie, à part Air Force en Mountain West, Navy en American Athletic a jamais été en position de le faire. Donc je sais pas trop si on est dans une espèce de gros push de début de saison qui va un peu retomber. Mais c'est sûr que moi il m'impressionne. Alors on va parler des matchs. Army contre Temple, notamment, c'était le match d'ouverture de la Week 5. Ils ont gagné 42-14 avec un jeu de course de zinzin. Ils font plus de 300 yards à la course. Mais ce qu'il y a, en fait, c'est que ça joue aussi un peu la passe. Ça trouve des plays à la passe pour valider des 3e et 10. La fin de première mi-temps, ils arrivent à trouver des bonnes passes pour jouer un drive en 1 minute et quelques. Donc Army fait des choses qui nous ont pas forcément habitués par le passé. Donc s'ils continuent sur ce rythme-là avec la défense qu'ils ont, qui est quand même une bonne défense également, ouais, pourquoi pas s'inviter jusqu'au bout dans la lutte pour le titre. Mais je sais pas, j'ai l'impression peut-être qu'à un moment donné ça va s'essouffler, je sais pas. Ils ont complètement annihilé le jeu au sol de Temple, qui en 22 courses a un yardage négatif. Donc c'est vous dire à quel point Army a dominé les Halls. Le nombre de sacs aussi, je crois qu'ils font 7 ou 8 sacs dans le match. Il y a 7 sacs aussi, et il y a des sacs où tu te retrouves en 2e et 20, quoi. Et ouais, non, Army, ça a été très solide. Leur quarterback, Bryson Daly, qui franchement est assez impressionnant au sol, 3 touchdowns, 152 yards, qui rajoute 54 yards à la passe. Et alors vous allez dire c'est pas grand chose, mais en fait à chaque fois c'est assez marrant, c'est en 2 passes, donc il arrive à trouver des fois des plays comme ça d'une vingtaine de yards sur des passes, ce qui est pas habituel pour un quarterback d'Army. Et la petite incongruité, c'est que j'ai vu passer sur Twitter un screen d'un article ESPN sur la course au S-Man, et ils le mettent 5e actuellement dans la course. Alors je l'ai pas retrouvé sur le site de ESPN, alors je sais pas si c'est un fake ou pas, mais en tout cas Bryson Daly est un nom qu'on entend pas mal en ce moment parce que vraiment il impressionne. Il est déjà à plus de 10 touchdowns cette saison, et à la course il est tout simplement inarrêtable. Et le QB de Navy, c'est Blake Howard, c'est ça aussi, hein, Ouais, et Blake Howard aussi, ouais, parce qu'on va parler de Navy aussi. Encore plus impressionnant pour moi que le QB d'Army, parce qu'il a 15 touchdowns lui déjà cette année, 7 à la passe et 8 à la course, et chose extrêmement rare, il a plus de yards à la passe qu'à la course. Donc pour un QB de Navy, ça arrive vraiment pas souvent. Et ouais, Navy, ils font une dizaine de passes par match, avec presque 70% de complétion. Donc ils ont un jeu aérien très succinct, mais qui est efficace quand il fonctionne, parce qu'il y a 7 touchdowns, donc sur 7 touchdowns à la passe pour les midshipmen, donc ça fonctionne parfaitement bien. Ouais, avec Hayden Reich, le running back de Navy, qui est la cible préférée de Horvath. Alors attention, le jeu de passe de Navy, c'est pas du air raid, c'est beaucoup de screens, mais elles sont très efficaces. Et c'est un peu ça aussi, je trouve, le football américain aujourd'hui, on joue beaucoup plus sur des screens, donc des receveurs screens, des running back screens, et ça profite beaucoup à Army et à Navy, j'ai l'impression, ce style de jeu aussi. Et la défense est en place. Parce qu'ils ont souvent des membres de ligne offensive qui sont assez mobiles à cause du jeu en option, et du coup ça profite en fait à ce genre de jeu à la passe, si je dis pas de bêtises. Alors les spécialistes du jeu offensif me reprendront si je dis des conneries, mais voilà. Mais j'ai l'impression qu'ils ont bien intégré ces jeux en screen, en fait, parce que souvent leur Navy, surtout leur big play à la passe, c'est des gros screens bien exécutés où Hayden Rush, souvent c'est lui, va gagner 60 yards sur une passe. Non, franchement, Navy et Army très impressionnant. Je sais pas jusqu'où ça pourra aller, mais pour l'instant, c'est eux en plus ils sont tous les deux en 3-0 dans la conférence américaine, puisqu'ils ont démarré majoritairement par des matchs de conférence.
Bah, déjà, ils mettent un coup de pression à Tulane, à Memphis, à toutes ces équipes qui étaient attendues pour jouer le titre. Bah, ils mettent un gros coup de pression. En plus, Navy a eu une victoire contre Memphis déjà, donc dans le lot. Donc non, franchement, pourquoi pas? On verra semaine après semaine. Et après, les deux, mine de rien, ont Notre-Dame au programme. Mais tu sais que Notre-Dame peut se faire battre par ces équipes-là. Hein. Il y a moyen. Et en cas de victoire, ça te fait quand même une jolie, un joli nid en plus sur ton CV. Tu sais jamais. Hein. Et ouais, aussi, c'est clair. Si Army et Navy avaient le CV pour participer au College Football Playoff, alors on est encore loin. Mais voilà, c'est pas impossible non plus, quoi. Et puis Notre-Dame est pas impressionnant. Ils ont gagné contre Miami Ohio la semaine dernière, mais c'était pas contre Louisville, c'est pareil, c'est pas. Donc ouais, franchement, Army Navy vu la forme du moment, ça pourrait se faire. Après, je crois que le Navy Notre-Dame se joue sur terrain neutre. Je me demande si les deux matchs se jouent pas sur terrain neutre. Ça serait à vérifier. Ouais, Notre-Dame, je ne sais pas combien de matchs sur terrain neutre cette saison, c'est infernal là, et c'est pas impossible que ce soit les Mais ça arrivera pour le mois de novembre, je crois, pour les deux équipes, en tout cas. Et puis ça veut dire potentiellement un Army Navy complètement fou, sachant que avec la réforme du calendrier de playoff, en fait, Army Navy, ça sera après la désignation des équipes qui se qualifieront pour le CFP, hein, c'est ça. Hein. C'est ça, ce match ne comptera pas dans la désignation du comité. Ouais, ce match n'est pas un match de conférence d'ailleurs, le Army Navy ne compte pas pour la conférence. Non, mais peut-être qu'ils s'affronteront en finale de l'américaine. Hein. Et donc, mais c'est pas impossible. On aura ça tranchera pour les playoffs. Ouais, peut-être. On verra. En tout cas, la saison est encore longue, mais la grosse surprise de ce début de saison, c'est ces deux équipes-là qui sont invitées dans une course à laquelle ils n'étaient pas censés être, vu que le comité n'avait pas prévu de sélectionner après ce match. Et puis ce qui est assez marrant, c'est que d'habitude, c'est soit Army qui est fort, soit Navy qui est fort, mais jamais les deux à la fois en fait. C'est assez. Depuis que je suis le college football, c'est peut-être une des seules années où on se dit putain, mais les deux équipes sont pas mal du tout, quoi. On a hâte de voir le Army Navy, en fait. Alors que c'est pas un match, il y a de la tradition et tout, mais c'est rarement un match incroyable en lui-même sur le terrain. Mais là, on se dit, ça peut être vraiment cool. Mais bon, c'est loin, hein, c'est début décembre, il peut se passer plein de choses. Ouais. Pour la suite des résultats en américaine, on a East Carolina qui se sont imposés contre UTSC 30-20. On a Florida Atlantic qui s'est imposé 41-10 contre Wagner, une FCS. Charlotte. D'ailleurs, on parle de Wagner. Je fais un coucou à Jean, ex-Milano Campus, qui a été étudiant là-bas et qui a été membre de leur équipe de track and field. Donc je lui fais un coucou. Je ne sais pas s'il écoute le podcast, mais il était samedi dernier, il était de 1-2-6. Il a été Midnight at Campus, c'était sur le basket, collège basketball, ça. Collège et même collège football. La première interview de Léon Marchand, c'est eux. Voilà quoi, c'était on les salue en tout cas, j'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient. Tout à fait, voilà. Un petit coucou à Jean. Pardon, je t'ai coupé, Geoffrey. Non, t'inquiète, pas de souci. Donc Charlotte qui s'est imposée contre Rice 21-20. Tulsa qui a perdu contre North Texas 20-52 et North Texas qui pourrait eux aussi être une surprise en américaine puisqu'ils ont un bilan de 4-1 avec une défaite contre Texas Tech et à part les matchs contre Texas Tech, ils ont toujours gagné d'au moins 2 touchdowns donc à suivre. Et avec Chandler Morris, le quarterback de North Texas, qui est déjà à 1640 yards, 16 touchdowns en 5 matchs, l'ancien joueur de TCU, et qui avait commencé sa carrière à Oklahoma. Donc, dans North Texas aussi, à surveiller. Je sais, on verra contre les grosses équipes de la conférence, mais ils ont fait un bon début de saison. Et puis gros potentiel de toute façon North Texas. C'est une fac qui se trouve à Denton, juste au nord de Dallas, dans la banlieue nord de Dallas. Le stade d'ailleurs est juste à côté de l'autoroute quand vous faites l'autoroute. La I-35 qui descend du nord des États-Unis au sud des États-Unis. Enfin bref. Et voilà, gros potentiel parce que tu es dans la banlieue de Dallas, donc forcément tu as un terrain de recrutement qui est fertile. Voilà, il y a un petit peu de moyens. Ça peut faire partie des facs qui de temps en temps sont assez performantes, quoi. On va vite être fixé parce qu'ils auront un enchaînement Memphis, Tulane, Army mi-octobre.
début novembre. Et je pense que d'après cet enchaînement-là, franchement, c'est un peu l'enchaînement arbitrage qui va un peu peut-être arbitrer comme ce que va devenir cette conférence. Et puis pour terminer, Memphis qui s'est remis la tête à l'endroit. Victoire 24-7 contre Middle Tennessee, pas une victoire flamboyante, mais ils ont fait le travail. À noter notamment que le quarterback de Memphis, Seth Hennigan, était sur une série de 41 matchs de suite avec un touchdown à la passe. Il avait égalé Mariota, qui était du coup, c'est le deuxième QB de l'histoire avec Mariota à faire 41 de suite. Il y a un autre QB qui avait fait plus, mais je n'ai plus le nom. Mais Seth Hennigan ne fera pas plus puisqu'il n'a pas lancé de touchdown sur ce match-là, mais c'est pas grave, puisque je pense qu'il se satisfera très bien de cette victoire qui était importante contre Middle Tennessee après la défaite contre Navy. Memphis qui n'a déjà plus le droit à l'erreur, de toute façon, s'ils veulent aller en playoff. Effectivement. On a fait le tour, je pense, de la AC. Ouais. On va pouvoir passer à la Pac-12. En résumé, pour l'American, il y a des nouvelles têtes qu'on n'attendait pas qui sont peut-être en train d'émerger. Ça va être très passionnant à suivre. Ouais, comme d'habitude, c'est probablement la conférence la plus dense du groupe of five. Alors, il n'y a peut-être pas forcément d'équipe qui écrase totalement comme on a pu connaître quand Cincinnati, par exemple, était allé au College Football Playoff avec une différence folle, mais voilà, très clairement, c'est l'équipe la plus dense au niveau du haut du classement. Et donc, voilà, ça a des avantages en ayant une conférence relativement élevée, mais ça aussi, c'est des avantages parce que il n'y a pas de match facile, quoi. Il n'y a pas de match facile et on n'est pas à l'abri de tomber contre un peu moins fort que soi, mais sur une bonne journée et qui vous bat assez facilement. Donc, voilà, c'est toujours un petit peu complexe. On va parler de la Pac-12 maintenant. Alors la Pac-12, les Beavers d'Oregon State étaient en bye week, donc on va parler de Wazoo. Et en fait, on va faire un trait d'union entre la Pac-12 et la Mountain West parce que c'était très clairement l'énorme match du week-end. Boise State qui accueillait Wazoo, match hyper important surtout pour Boise State, pour être tout à fait honnête, dans l'optique de la place au College Football Playoff. On peut dire que les Broncos, ils n'ont pas déçu. Victoire assez tranquille face aux Cougars. Ouais. Une très grosse victoire. Ça, c'était un des replays. C'était mon deuxième replay du dimanche matin après le Georgia-Alabama. Et c'était une correction en règle de la part des Broncos. On commence par quoi? On commence par qui? Je sais, je sais que je pense que vous savez de qui je veux parler. On peut y aller. On peut y aller. Un des joueurs les plus impressionnants sur ce début de saison, Ashton Jeanty, le running back des Broncos, qui a fait un match phénoménal encore une fois. 26 portées de balle pour 259 yards et 4 touchdowns. Et alors, il y a des touchdowns, il a repassé là, il passe sa défense en revue. Genre vraiment, il y en a un là, je crois que c'est son tout premier touchdown où il casse 7 plaquages quasiment sur l'action. Enfin, c'est une boule de bowling sur des quilles et ce joueur est vraiment, vraiment kiffant à avoir joué. Et si il y a un joueur du groupe of five à retenir en ce moment, c'est clairement Ashton Jeanty. Honnêtement, il jouerait pas à Boise State, ça serait le front-runner du Heisman largement, et je veux dire, la tête et des épaules, quoi. Alors effectivement, le fait de jouer en Mountain West le dessert un peu, mais il fait des stats qui sont quand même rarement vus pour un running back au bout de 4 matchs, quoi. Je veux dire, il faut quand même être réaliste sur ce qu'on voit. Il est sur les traces du record de Barry Sanders actuellement. Ouais, voilà. Donc ça vous place un homme. Alors effectivement, on n'en parle pas trop parce que Boise State, mais s'il garde ce rythme-là, on parlera d'une des plus grandes saisons individuelles de l'histoire du college football, quoi. S'il garde ce rythme-là, bien évidemment. Quand tu vois ses stats, en fait, il a déjà les stats que peut faire un running back sur une saison. Et un bon running back. Et un bon running back, il est 845 yards et 13 touchdowns, c'est pas. C'est déjà un running back tout à fait correct en college football, et on n'en est qu'à 4 matchs. Donc les 2 milliards sont pas impossibles à atteindre. S'il continue à ce rythme, il va les atteindre. Et puis son pire match de la saison, c'était contre Portland State où il fait 150 yards, un truc comme ça, mais parce qu'en fait à la mi-temps, ils l'ont mis sur le banc, quoi. Enfin, c'est pour vous dire le niveau qu'a ce joueur actuellement. Il n'est pas front-runner pour le Heisman, mais il fait partie des joueurs actuellement, on va dire, il fait partie du top 4. C'est-à-dire que si on devait envoyer des joueurs à New York demain, il serait du voyage.
S'il n'est pas du voyage avec cette saison-là, enfin, ce serait très clairement Oui. envoyer un message aux joueurs du Group of Five qu'ils ne peuvent pas remporter le Heisman. Et voilà, quoi. Je veux dire, ça serait désastreux hein, si Oui, c'est clair. qu'une telle performance ne reste sans lendemain. Enfin, en tout cas, ça va forcer les gros joueurs à transfert. Du coup, ils vont se dire bon, bah très bien, je suis obligé de partir dans un power fort pour être reconnu à ma juste valeur. Mais en tout cas, ouais, Alshon Jantty, meilleur running back du pays actuellement, et les Broncos en profitent. Bah forcément, parce que quand tu as un mec qui gagne autant de yards, bah tu gagnes des matchs. La question pour Boise State, c'est sont-ils capables de gagner sans Jantty? Ça va être peut-être une question qui va venir dans la saison. On va croiser les doigts, bien sûr, pour Jantty. Pour l'instant, j'ai pas l'impression que les Broncos. Y a pas, les autres joueurs ne brillent pas en fait dans cette équipe de Broncos. C'est vraiment tout pour Jantty actuellement. Donc la question va vraiment être de se dire un match où il est un peu il est pas trop là, un peu en dedans ou tout. Est-ce qu'il y a un autre joueur qui va pouvoir show up? Je pense au quarterback, notamment Madsen, show up et montrer que les Broncos ne sont pas que une one-man army. Enfin, ce sera la question à faire. Mais en tout cas, pour l'instant, les Broncos sont très contents d'avoir Jantty dans leur effectif et sont la meilleure équipe du G5 actuellement, puisque c'est la mieux classée. Ils étaient 25e avant ce match-là et ils sont passés 23e ou 22e, si je dis pas de bêtises. La défense quand même des Broncos hein, qui s'est illustrée sur le match, ils ont 8 sacs hein, quand même contre Washington State, hein, qui n'en avait encaissé que 5 jusque-là, sachant que Washington State avait affronté Washington et Texas Tech, donc 2 équipes du Power 4, et là ils encaissent quand même 8 sacs hein, contre les Broncos, donc certes, il y a l'énorme performance de Jantty, mais la défense n'était pas en reste. Ouais, c'est vrai, très bon match de la séance. Ouais, là, moi, quand je disais est-ce que les Broncos peuvent gagner sans Jantty, c'était plus sur l'attaque. Parce que c'est vrai que là, ils ont une très bonne défense également, mais du coup, est-ce que quelqu'un sera capable, si Jantty est un peu en dedans, de prendre son rôle et de mener l'attaque? C'était plus ça ma question. On verra. Pour l'instant, ils ne se sont pas retrouvés dans ce cas de figure, donc voilà. Pour finir sur ce match-là de Washington State, Mathir qui fait encore un bon match quand même, le quarterback de Washington State qui fait vraiment une saison solide chez les Cougars. Il a encore lancé pour 2 touchdowns et 327 yards, notamment avec Kyren Williams et Josh Meredith, qui sont des receveurs très sympas et qu'il faudra surveiller durant la saison. Mais pour Washington State, par contre, cette défaite contre Boise State... C'est dommage, hein. C'est franchement dommage parce que le début de saison était quand même parfait. Et là, ils avaient l'occasion je pense de rentrer dans le top 25, je pense, avec une victoire. Oui, parce c'était les premiers, je crois, hors du top 25 avant la week. Et c'est un petit peu dommage pour eux. Ouais, ça n'a pas été serré, ouais, c'est vrai que ça n'a pas été serré. Parce qu'ils mettent 14 de leurs points dans le dernier quart-temps où le match est quasiment plié. Donc, effectivement, il n'y a pas eu de match, j'ai envie de dire. Et voilà, c'est un petit peu dommage parce que je voyais presque Wazoo l'emporter là-bas, mais il fait quand même très forte impression. Battre Washington dans les conditions dans lesquelles c'était. Battre Texas Tech aussi qui souffle un peu le chaud et le froid. Mais voilà, c'est deux belles victoires dont on n'entendait pas forcément à ce niveau-là les Cougars. Puis on se dit, voilà, on ne sait jamais, une fois que tu es lancé, tu es dans un cercle vertueux, tu ne sais jamais ce qui peut se passer, quoi. Et voilà, malheureusement. Tu t'en étais sorti la semaine dernière en prolongation contre San Jose State et tout, mais là, bon, ils sont tombés sur plus fort qu'eux, tout simplement. Ouais, et puis tu as laissé peut-être un peu d'influx aussi dans ce genre de match-là. Enfin, toujours pareil, quoi. Chaque match est un éternel recommencement, il faut se mettre dans les bonnes conditions parce que sinon, voilà, quoi, tu prends une fessée et ça a été le cas, quoi. Voilà, en tout cas, là, la messe semble dite pour une qualification en play-off. Il faudrait vraiment réussir à remonter. Un concours de circonstances assez important, mais là, honnêtement, j'y crois pas trop, quoi. Ah ouais, non, c'est compliqué. Il y a eu d'autres matchs après. Avant qu'on passe sur les autres matchs de la Mountain West, je vais vous donner un chiffre et vous allez deviner ce que c'est. 10,3. C'est le par portée de Jantty. C'est les yards par portée, je crois. Il est à 10,3. Mais c'est un délire. En fait, tu lui donnes la balle, il prend first down. C'est mathématique. C'est incroyable. Et pas sur 10 courses. Hein. Il est à 80.
En ayant eu une mi-temps sur le banc contre une FCS aussi. C'est pas tant, il n'est pas surutilisé, hein, il n'est pas à 35 courses par match. Hein, ils arrivent à l'utiliser quand même de façon à pas le cramer. Hein, donc bon, il est à 82 courses, donc ça fait une vingtaine de courses en moyenne par match. C'est pas même là, à ce rythme-là, il peut durer toute la saison. Hein, ouais, c'est ça, c'est une utilisation intelligente de la part de Boise State en disant ok, il est très fort, mais en fait, ils n'ont même pas besoin de le faire plus courir que ça. Et donc, c'est tant mieux. Hein, je veux dire, quand tu fais courir ton running back star 40, 30 et 40 fois, j'exagère peut-être un peu, mais voilà, quand tu as des moyennes hyper hautes, à bout d'un moment, le mec, il a plus d'essence en moteur. Et là, ils sont tranquilles. Quoi. Donc, tant mieux pour eux. Quoi. En tout cas, voilà. Et puis, si vous suivez aussi la NFL et que votre franchise a besoin d'un running back l'année prochaine, bah, regardez ces highlights parce que franchement, ce sera un nom dont on parlera à la prochaine draft. D'autres matchs après, parce qu'il y avait ce Washington State Boise State, il y avait un autre match extrêmement intéressant pour la Mountain West. C'était UNLV qui recevait Fresno State. UNLV qui a connu une semaine, ma foi, fort sympathique. On a parlé que d'eux. Au moins, ça leur a fait une pub. Hein, voilà, tout le monde connaît UNLV maintenant. Quoi. C'est clair. Puisque pour ceux qui n'ont pas suivi leur quarterback, alors c'est Matt Luka, le quarterback Matt Luka et le running back Allen ont redshirt tous les deux, donc redshirt volontaire, ils se sont automatiquement mis sur le banc, on va dire, et se sont coupés de l'équipe pour des questions de NIL, de NIL. Et du coup, UNLV devait préparer ce match sans son quarterback 1 et sans son running back 1. Alors, c'est vrai que c'est Geoffrey qui me l'avait dit en off, notamment. La perte du quarterback 1 n'était pas une grosse perte vu que c'était une équipe qui jouait beaucoup sur la course. Mais du coup, on pouvait se poser des questions, se dire est-ce que UNLV c'était fini, c'était la fin de ce beau début de saison, c'est terminé et puis merci, tout le monde rentre dans le rang. Bah finalement, ça continue. Pas du tout, non. Ils ont explosé les Bulldogs de Fresno State, qui étaient à 3-1 jusque-là. 59-14, 254 yards à la course. Le remplaçant de Matsuka, Aïch Malik Williams, qui fait un match propre, 13 sur 16 avec 182 yards et 3 touchdowns. Donc, ils ont explosé les Bulldogs. Les Bulldogs, leurs 14 points en plus, ils viennent dans les 2 derniers cartons, donc ils n'ont pas existé. Ricky White, le receveur de UNLV, qui fait encore un gros match avec 10 réceptions, 127 yards et 2 touchdowns. Donc, une domination sans partage des Rebels face aux Bulldogs. Et du coup, malgré la perte de leur running back et leur quarterback, les Rebels qui restent, qui font toujours partie des favoris pour la Mountain West avec Boise State. Et potentiellement, du coup, la place en playoff aussi. Parce que UNLV, après cette victoire, est classée. C'est la deuxième équipe du Group of 5 à l'être. Ils sont 25e pour cette semaine. Donc, UNLV a montré qu'ils avaient en tout cas, les joueurs ont montré qu'ils avaient du caractère et que eux allaient se battre jusqu'au bout pour le programme. Mais bon, après, voilà, les histoires sont un peu bizarres. Il y a beaucoup de choses qui sont dites autour du quarterback Sluka et du running back Allen. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que UNLV ne s'est pas laissé décontenancer par ça et a vraiment mis une pilule à Fresno State, qui était une belle équipe de ce début de saison, qui n'avait pas perdu de grand-chose contre Michigan en ouverture de saison, qui avait gagné ensuite les 3 matchs d'après de façon assez convaincante. Et là, ils ont pris tarif. Il y a eu d'autres matchs après en Mountain West, dans la rivalité du Nouveau-Mexique. Les Lobos de New Mexico ont remporté leur première victoire de la saison. Victoire 50-40 face à New Mexico State dans un match où ça a beaucoup couru des deux côtés. Et notamment du côté des Lobos avec 7 touchdowns à la course, 331 yards en tout. Devon Dampierre notamment qui continue, mine de rien, un début de saison assez sympa dans le marasme de New Mexico. Et puis, c'était une belle domination de New Mexico qui a pris l'avance assez rapidement dans le match. New Mexico State est un petit peu revu dans le 3e quart-temps, mais les Lobos ont fermé le couvercle, comme on dit. Il y avait un autre match après entre Air Force et Wyoming. Air Force, habituellement, c'était l'académie militaire qui performait le plus ces dernières années. Ils font pas un bon début de saison.
puisqu'ils viennent de perdre à nouveau 31-19 face à Wyoming, qui n'avait pas encore gagné de la saison. Ouais, sachant que Wyoming, cette année, ils sont quand même assez chauds quand même. Hein. Ouais, c'est clair. C'est pas un grand Wyoming, et Air Force, c'est pas non plus exceptionnel. Donc, défaite 31-19, ils sont déjà 0-2 dans la conférence. Air Force, qui doit être un peu jaloux du début de saison des deux autres académies militaires, mais qui fait pas un bon début de saison. Et puis pour finir, ça va nous permettre après d'enchaîner avec la MAC, puisqu'il y avait un match entre San Diego State et Central Michigan, et San Diego State a perdu dans les derniers instants face à Central Michigan. C'était hyper moche parce que ils interceptent. Alors, San Diego State intercepte le ballon du quarterback de Central Michigan à 2 minutes de la fin, enfin à 3 minutes de la fin. Il remonte quasiment pick six. Le mec est plaqué à 10 yards. Donc là, il menait 1 point à ce moment-là. Donc ils n'ont plus qu'à 10 yards à faire pour aller marquer touchdown. Enfin bref, ils n'arrivent pas. Ils tentent un field goal de 20 yards loupé. Central Michigan remonte tout le terrain et met le field goal de la gagne. Enfin, c'était une défaite qui puait la loose. Probablement peut-être la pire défaite du week-end. Alors, on n'a pas trop parlé parce que voilà, c'est pas de gros points, mais c'était chaud. Ah ouais, en plus, le dernier drive de la victoire de Central Michigan, il y a 15 plays en 1 minute 51 pour faire 52 yards. C'est vraiment genre, ils ont fait un drive. Tu joues 15 fois la balle pour faire que 52 yards en 1 minute 51. C'est vraiment un ratio très bas par play, mais ils ont quand même trouvé une position à 46 yards pour l'emporter. Et du coup, San Diego State, défaite face à Central Michigan. L'équipe Central Michigan, d'ailleurs, qui est pour l'instant invaincue à la maison. Et du coup, ça nous permet d'enchaîner sur la Mid-American Conference, une conférence qui a quand même fait parler d'elle sur ce début de saison, avec Northern Illinois et Toledo qui avaient gagné à Notre-Dame et à Mississippi State. Northern Illinois était parti pour jouer contre North Carolina State. C'était à 18h. On avait noté ce match-là parce que potentiel upset, on n'a pas été si loin du compte, mais c'est plus parce que North Carolina State est atroce. Ouais, NC State, ils sont atroces, et mais malgré ça, ils ont quand même battu Northern Illinois, Illinois, donc ça confirme que le match contre Notre-Dame était juste un coup d'éclat un soir où ils ont surperformé. Donc, ils rentrent dans le rang en MAC. C'est bien dommage. Il y a eu Bowling Green, qu'on avait annoncé la semaine dernière comme une équipe qui potentiellement pouvait jouer des rôles importants en MAC parce qu'ils ont fait des bons matchs contre deux grosses équipes du Power 4. Et ils perdent contre Old Dominion 30-27, malgré à nouveau un match un match fou de leur tight end Harold Fanning Jr. qui fait 188 yards et 2 touchdowns. Il est très très bon. Il porte l'attaque de Bowling Green. Il porte l'attaque de Bowling Green. Bowling Green, effectivement, cette défaite contre Old Dominion, elle fait tâche. Ouais, on va en parler là parce que on va pas vraiment avoir d'autres occasions d'en parler. Yukon, les indépendants niveau group of 5, qui s'impose contre Buffalo 47-3. Donc il n'y a pas eu match. Leur receveur Bell qui fait 153 yards et 3 touchdowns. Donc Yukon qui n'est pas habitué à faire des belles saisons en football, qui a une saison qui démarre à 3-2. Donc peut-être qu'ils vont aller chercher un bowl. Ça serait une belle réussite pour les Huskies qui sont double champions en titre en basket, si je dis pas de bêtises. Oui, ils ont gagné cette année. Oui, c'est ça, effectivement. Buffalo qui avait gagné contre Northern Illinois, donc avait fait un upset la semaine dernière en battant une équipe classée. Ils n'ont pas confirmé cette belle victoire, c'est dommage, et ça prouve aussi que Northern Illinois n'est pas une aussi grosse équipe que ça dans la MAC, et comme tu dis, la victoire contre Notre-Dame, ça rend l'exploit encore plus dingue au final. Il y a eu ensuite d'autres matchs, Miami-Ohio. Dans les matchs pure MAC. Ouais, il y a eu Miami-Ohio qui a battu UMass 23-20. Et vas-y, je te laisse pour les matchs pure MAC.
Ohio qui bat Akron 30-10 et Eastern Michigan qui bat Kent State 52-33. Eastern Michigan qui fait un très bon début de saison, hein, qui sont à 4-1, à 1-0 en conférence. Donc à l'heure actuelle, ils apparaissent comme les nouveaux favoris pour la MAC. Effectivement. Mais, ça peut changer toutes les semaines en MAC. Oui, ça change toutes les semaines. Mais c'est là, Eastern Michigan, franchement, je pense pas que ce soit dans la course pour le spot en playoff. Il faudrait beaucoup de choses. Il y a eu ensuite là, le match qui va permettre de faire la transition sur la Sun Belt avec Ball State qui s'est déplacé à James Madison. Bon, on va pas trop parler de Ball State parce qu'en fait, le personnage principal de ce match-là, c'est James Madison qui continue continue leur festival offensif. 63-7 contre les Cardinals. Le quarterback Alonzo Barnett, hein, qui continue son excellent début de saison, hein, avec 6 touchdowns au total, pas d'interception, et faut aussi signaler, hein, parce qu'il a que 288 yards, donc ça c'est aussi possible grâce à un énorme travail de la défense qui fait 5 sacs et 3 interceptions. Donc bon, il n'y a pas... je pense pas qu'il y ait grand-chose de plus à ajouter sur ce match, si ce n'est que les Dukes continuent sur leur lancée et à impressionner le college football. Effectivement, il y a eu d'autres... Malheureusement, ils n'ont pas de gros... Enfin, il y a la victoire contre North Carolina qui gonfle le CV, mais en dehors de ça... Et bon, malheureusement, UNC est quand même pas très très bon cette année. Mais j'ai peur que ça fasse... Ouais, mais même invaincu, j'ai peur que ça fasse court. Je vais dire pourquoi, parce qu'on a la jurisprudence Liberty l'année dernière qui avait fini sa saison invaincue, certes en conférence USC qui est un poil moins forte que la Sun Belt, mais malgré ça, c'était pas eux les premiers. C'était Boise State les premiers du Group of Five l'année dernière. C'était Liberty qui était Group of Five, parce qu'en fait, il y a eu un peu chute à l'avant du peloton, puisque Tulane avait l'avantage, mais a perdu en finale de conférence contre SMU. Et du coup, SMU avait un moins bon bilan que Liberty, donc c'est Liberty qui a été envoyé au New Year Eves contre Oregon. C'était ils se sont fait exploser. Oui, ils se sont fait exploser. C'était le Peach Bowl, je crois, si je dis pas de bêtises, ou le Fiesta Bowl, c'est un des deux, j'ai plus le truc en tête. Oui, Liberty, globalement, c'est ça qu'ils attendent, hein. Ils vont être invaincus en espérant que tout le monde chute devant, donc ça va être compliqué, surtout que Liberty, mais ils avaient un match qui était le plus gros match de leur calendrier. Il n'a pas pu être joué. Ouais, à cause de l'ouragan Hélène, hein, qui a frappé la Caroline du Nord, le match a été annulé. Il n'y a pas de reprogrammation de prévue. Non, les deux écoles ont été claires là-dessus. On ne sait pas s'ils vont chercher à rajouter un 12e match, surtout que Liberty va jouer des matchs en semaine, et du coup ça rend beaucoup plus compliqué le fait de replanifier un match, malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'équipes qui jouent 2 bye week. Donc à suivre. Ouais, à suivre, ça va être intéressant de voir s'ils vont réussir à le programmer, ce 12e match, parce qu'ils auront besoin de jouer ce match en plus. Et puis vraiment, je répète, hein, mais App State, c'était le match de la saison, pour montrer le niveau du calendrier de Liberty. C'était le match de la saison. Ce déplacement à App State, il n'a pas pu être joué. Et du coup, Liberty, là, ça va être compliqué s'il ne reprogramme pas un bon match. Donc, on verra. South Alabama se déplaçait à LSU. Je l'avais noté la semaine dernière dans les matchs à regarder. Bon, c'était en disant bien que ça risquait fortement de tourner à la correction. 21-0 dès le premier quart-temps pour les Tigers. Ça a été plié vite, hein. Oh la vache. Ouais. Qui ont gagné 40-10. Pourquoi j'avais dit South Alabama? Parce que South Alabama sortait sur 2 grosses performances offensives, donc c'était intéressant de les voir dans un environnement comme LSU. Bon, les Jaguars se sont fait manger tout cru par les Tigres. Dans ce match-là, il y a d'autres matchs dont on peut parler dans cette Sun Belt, Geoffrey? Quand même, Louisiana, hein, les Raging Cajuns qui s'imposent contre Wake Forest. Un très très beau match, donc 41-38. Qui se finit sur un échec sur un field goal de 42 yards pour les Deacon Demons, donc pour aller en prolongation. C'est un match qui a été serré, hein, tout du long, hein. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup jusque dans le 4e quart-temps, où le quarterback de Wake Forest a lancé une interception, et du coup les Raging Cajuns
sont passés devant au score et alors qu'ils s'étaient ratés en ne marquant entre guillemets qu'un field goal, les Deacon Demons ont eux aussi échoué de ce côté-là et ça leur a permis de s'imposer. Donc Louisiana qui eux aussi sortent un très beau début de saison. Ouais, et puis dans le rayon, que sont-ils devenus? Je sais pas s'il y en a qui avaient regardé QB1 Under the Light la saison avec Spencer Rattler. Il y avait Lance Legendre, quarterback de Louisiane, qui était dans l'équipe. Lance Legendre avait commit à Maryland en tant que quarterback, n'a pas réussi à faire sa place. Il est receveur maintenant à Lafayette et il a fait 123 yards et deux touchdowns dans ce match. Donc ça fait plaisir d'avoir des nouvelles d'un joueur qui était très attachant dans la série QB1, contrairement à Spencer Rattler qui était insupportable. Donc voilà. Ouais, quelle surprise. Mais le gendre, quand j'ai vu la ligne de stats et tout, j'ai dit c'est cool parce que c'était un super, c'était un bon joueur lycéen, très physique, athlétique et tout. Bon, malheureusement, il n'a pas eu de chance au poste de quarterback, mais receveur, ça lui va plutôt bien. Il y a eu aussi la vie. Sans vouloir, en faisant une petite blague un peu nulle, c'est normal qu'un mec qui s'appelle Legendre en Louisiane et joue à Lafayette. Je veux dire, là, du coup, il a transfert. Il est revenu à la maison et ça lui va bien. Ah bah oui. Il y a eu d'autres matchs aussi avec la New 8 rivalry. Georgia Southern contre Georgia State. Les Eagles qui se sont imposés 35-21. Dans un match qui a été très animé côté turnover, parce que Christian Veilleux a lancé 3 interceptions et les Eagles de Georgia Southern ont eu 4 fumbles, dont 2 ont été récupérés. Ça n'a pas été suffisant pour les Panthers parce que les Panthers, ils n'ont pas réussi à mettre en place de jeu au sol. Ils finissent avec 29 yards contre 265 pour les Eagles, donc qui s'imposent 35-21 dans la petite rivalerie de l'État de Géorgie. Et puis, dernier match avec la surprise, on disait que ça allait être la pire équipe du college football cette saison. Ils sont en 3-1, c'est Louisiana Monroe. Ouais, le changement de head coach leur fait du bien. Ouais, et par contre, Troy, le changement de head coach leur fait pas du bien puisqu'ils sont en 1-4, les Troyans. Défaite 13-9 dans un tout petit match. Mais du coup, Louisiana Monroe étant 13-9 et 13-9, pardon, étant 3-1 et du coup, début de saison sympa pour une équipe à qui on promettait l'enfer cette saison parce que il y avait plus rien dans cette équipe avec le départ du coach, tout ça, machin. Finalement, ils sont là. C'est pas flamboyant, mais ils sont là. Les Warhawks, ils n'ont pas eu de saison positive depuis 2018. Ils n'ont pas gagné donc plus de 4 matchs depuis cette saison 2018 où ils en avaient gagné tout juste 6. Donc, pour eux, démarrer une saison à 3-1, ça faisait un bon moment que ça ne leur était pas arrivé. On termine avec la petite conférence, la conférence USA. Du coup, on a parlé de Liberty qui n'a pas pu jouer son match face à App State. Il y a eu d'autres matchs aussi en conférence USA. On va revenir rapidement là-dessus. Western Kentucky. C'est dommage, Western Kentucky. Il menait face à Boston College. J'y ai cru aussi, mais quatrième quart-temps, complètement géré par les Eagles de Boston College qui infligent un 14-0 à Western Kentucky qui l'emporte sur la plus petite des marges 21-20 avec un touchdown à 3 minutes de la fin. Et du coup, derrière, le drive de la gagne des Hilltoppers qui n'a pas réussi à se mettre en position de field goal pour la victoire. C'est dommage, Western Kentucky aurait pu aller chercher une belle victoire à Boston College qui avait été une équipe classée à un moment donné dans la saison. Ouais, c'était au moment où on pensait que taper Florida State, ça voulait dire quelque chose. Et puis maintenant, on se rend compte que c'est mieux alors qu'il y a 45 pions dans la tronche. Donc, en fait, voilà quoi. C'est ça. Mais c'est dommage quand même pour Western Kentucky, ça aurait pu être une belle victoire. C'est toujours bien d'accrocher quand même Boston College, quoi, ça c'est sûr. Ensuite, Sam Houston. Un très beau match contre Texas State qui s'est joué dans les toutes dernières secondes. J'ai vu la fin du match. Un match assez fou, 40-39 avec Texas State qui avait marqué 39 points, qui menait 39 à 28, je crois, dans le troisième quart. Et à partir de là, Sam Houston qui a enchaîné 12 points consécutifs pas répondus et du coup,
qui s'impose sur un field goal à la dernière seconde. Donc, un peu dommage quand même, Texas State, parce que il y a 2 semaines, là, ils passent quand même contre Arizona State. Là, ils font encore un. Ah, il manque pas grand-chose, hein, vraiment, pour être. Occasion manquée, ouais. Il y a des occasions manquées. On sait que ça va vite en groupe of five, on ne sait pas s'ils en auront beaucoup. Quoi. Ouais. Non, ils ont récupéré Jordan McLeod, hein, le quarterback de James Madison, hein, qui avait été une des pièces centrales des 2 premières saisons des Dukes, ce qui était très bien réussi. Ils ont 2 très bons receveurs aussi, hein, pour le groupe of five. Ismail Mahdi, c'est le running back qui est un bon running back du groupe of five, même si ce match-là, il n'a pas brillé. Mais Jaden Williams et Joey Aubert, qui sont des très bons receveurs du groupe of five, donc ils ont une attaque, ils ont une bonne attaque, mais la défense ne suit pas. C'est un peu portes ouvertes. Ouais, puis surtout que Sam Houston, c'est pas censé être un très gros programme. C'est leur 2e saison à peine. L'année dernière, ils avaient vraiment pas été bons. Mais ils font un démarrage en 4-1, Sam Houston. Et c'est cool pour eux. Mais c'est dommage. J'avais même pas vu qu'ils étaient en 4-1 à Sam Houston. Mais il y a des équipes comme ça, en scred. Ouais, et puis Sam Houston en Hawaii, je suis en train de regarder là. Ouais. Enfin, t'as une grosse défaite contre CF, mais bon, il n'y a rien d'honteux, mais ouais, c'est quand même c'est assez surpris, tiens. Je n'avais même pas pisté. Sam Houston, hein, qui encore, ça fait que 2 saisons qu'ils sont en FBS, et je sais plus si c'est 2020 ou 2021. Qui sont champions FCS. Hein, donc, oui, ils avaient gagné. Je crois que c'est l'année 2020. Oui, l'année Covid. Ils ont battu South Dakota State en finale, hein, dans une saison printanière à l'époque. Oui, c'est ça, c'était la saison du printemps. Ouais. Mais donc, Sam Houston qui était champion de FCS il y a 4 saisons, et là qui sont en bonne marche pour aller chercher leur premier bowl en FBS. Donc, est-ce qu'ils sont. Je sais pas, non, parce que comme c'est leur 2e saison, ils sont peut-être pas encore éligibles au bowl. Alors, s'ils sont éligibles, parce qu'en fait, c'est juste James Madison a un peu tout cassé par rapport aux éligibilités, parce que normalement, on fait 2 saisons de transition, mais il y a une saison de transition en FCS, on ne peut pas participer au playoff FCS, et une saison de transition en FBS, on ne peut pas participer à la post-saison FBS. Sauf que James Madison, ils n'ont pas fait la saison de transition en FBS, en FCS, ils ont fait 2 saisons de transition en FBS. D'accord. Parce qu'il y avait des grosses mésententes avec le reste de leur conférence en FCS. Donc Sam Houston il y a 2 victoires d'aller en bowl. Oui, oui. Comme Jacksonville State, hein, qui dès cette année sont éligibles pour aller en bowl. Bon, on va espérer pour eux. On va espérer pour les Bearcats que ça va aller. Alors, il y a eu une victoire de la FCS contre la FBS dans cette conférence aussi, avec UT Martin qui bat Kennesaw State 24-13. Bon, Kennesaw State qui est un nouvel arrivant, c'est leur toute première saison, donc c'était quasiment un match FCS contre FCS, hein, en vérité. Mais bon, Kennesaw State a le logo conférence USA sur le maillot, donc c'est une équipe FBS, et du coup pour UT Martin, c'est la 2e victoire de leur histoire contre une équipe FBS. Et puis il y a eu un autre match que personne n'a regardé, bien sûr, Florida International qui a battu Louisiana Tech 17-10 au Pitbull Stadium. Et je crois qu'on a fait le tour des résultats. On va passer maintenant à la question de la mort de toutes ces émissions. Qui ira en playoff, sachant qu'à l'heure où on se parle, à l'heure où on enregistre, il y a très clairement un favori. Mais on va dire qu'il y a un prétendant qui pousse, et ça tombe bien, les 2 prétendants, les 2 favoris vont se rencontrer d'ici peu de temps. Alors, qui est le front-preneur à l'heure actuelle? Vas-y Geoffrey, je te laisse. Bon, ça change pas, hein, on en a parlé de toute façon au début de l'épisode, hein, c'est Boise State, hein, les favoris à l'heure actuelle, hein, pour la place en playoff. Donc la place est à eux pour l'instant. S'ils gagnent tous leurs matchs, ils seront en playoff. Hein, je pense qu'il n'y aura pas trop de doute là-dessus. Voilà. Donc, leur principal concurrent à l'heure actuelle, c'est UNLV. Ça tombe bien, ils sont dans la même conférence. Ils s'affrontent dans un mois, à la fin du mois d'octobre.
à UNLV. Donc ça va être un match, on verra d'ici là si les deux équipes continuent à tout remporter, mais en tout cas à l'heure actuelle, c'est un match qui va être capital pour les playoffs. C'est ça exactement. Donc ouais, Boise State est dans le siège conducteur et puis UNLV est à côté en passager et ils vont s'affronter dans un mois. Donc effectivement, on verra si les équipes seront vaincues. Et puis après, les autres équipes qui sont derrière, mais qu'il faut quand même garder un coup d'œil sur eux. Army et Navy, on est obligé de les citer. Ils dominent actuellement la conférence américaine et vraiment, quand on parle de domination, ils dominent vraiment leur match du début à la fin. Ils sont vraiment très impressionnants. Memphis et Tulane sont encore dans la course. Ça commence à être dur pour Tulane, mais tout est encore possible pour eux. Ils ont 2 défaites contre Kansas State et Oklahoma, mais s'ils gagnent tous leurs matchs et qu'ils remportent la conférence en fin de saison, ils seront dans la discussion si Boise State chute. Si Boise State et UNLV se nulent en fait, avec un qui gagne le match dans la saison régulière et l'autre qui gagne la finale de conférence, par exemple. C'est un scénario qui pourrait arriver. Ça pourrait causer, parce qu'il n'y a plus de division en Mountain West, donc c'est un scénario. Se recreuser, ouais. De toute façon, il n'y a plus qu'en Sunbelt. Il n'y a plus qu'en Sunbelt qu'il y a des divisions, non? Je crois que c'est ça, oui. C'est ça, ouais. Il n'y a plus qu'en Sunbelt, effectivement. Et pour rappel, la place qui est réservée aux membres du groupe of 5, c'est une place de champion de conférence. C'est-à-dire que le match important qu'il faudra gagner, ce sera le match de finale de conférence. Voilà, c'est une précision, c'est pas forcément la meilleure équipe oui, mais c'est du groupe of 5, mais en tout cas, ce sera le meilleur champion. Voilà. C'est ça, effectivement. Donc, conférence le plus haut classé. Donc, il faut quand même, il n'y a aucun match à négliger sur la route, et surtout pas les matchs hors conférence. Après, on verra James Madison qui fait son bonhomme de chemin, mais je pense pas que ce chemin les amènera en playoff. Et puis Liberty, là, avec ce match en moins contre Appalachian State, je pense qu'on peut quasiment les enlever de la course. Même s'ils font une saison invaincue, on va leur dire désolé les gars, mais vous avez vu qui c'est que vous avez joué. Je préfère mettre Boise State qui a perdu à Oregon, mais qui a battu tout le reste. Je suis d'accord. Ashton Jeanty, la propagande pour le Heisman continue. Voilà. Il faut, hein. Il faut. Ouais, désolé Travis Hunter, mais... Ouais, ça serait quand même sympa que ce soit... Même si Travis Hunter fait une saison assez incroyable et sur double plateau, comme on a rarement vu, je pense qu'au bout d'un moment, voilà, on a un profil aussi qu'on n'a pas vu depuis un paquet de temps et voilà, on va voir comment la saison se termine. La saison fera le juge de paix, de toute façon, avec les matchs qui arriveront dans tous les cas. On est qu'en week 5. C'est ça. On est qu'en week 5, bien évidemment. Et qu'est-ce qui nous attend pour la week 6 ? La transition. Oui. Il y a un gros match, il y a quand même un match hyper important qui n'est pas un match de conférence, mais qui, à mon avis, peut-être le match le plus. Peut-être pas le plus important, mais enfin, comment dire. Si il y a UNLV qui accueille Syracuse qui fait une bonne saison, et si UNLV gagne ce match-là, je pense, en plus de montrer que. Voilà, d'avoir une jolie victoire à son CV, ça montrera que c'est une super bonne équipe de college football, aussi simple que ça, en fait, je pense, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais une victoire contre Syracuse, ça valide quand même le fait que l'UNLV est une bonne équipe, voire une très bonne équipe. Effectivement, un match qui va se jouer dans la nuit de vendredi à samedi, ce sera à 3h du mat. Le match sera à Las Vegas. Et UNLV, avec une victoire contre Syracuse, ils vont grimper dans le top 25. Et peut-être même être à côté de Boise State, parce que pour l'instant, ils ont 4 places de différence. Donc match qui va être intéressant. UNLV a montré que contre Fresno State que les changements, la semaine qu'ils ont vécu qui était perturbée par le départ de leur quarterback et de leur running back, finalement ça les a pas plus perturbés que ça. On verra contre Syracuse qui est plus fort que Fresno State quand même. Tu vois un programme qui est perturbé là ? Non, il n'y a pas. C'est exactement. Ils ne sont pas perturbés actuellement. Au contraire même. Ça, je pense que même ça les a. Ouais, je pense que les mecs qui sont dans l'équipe, du coup, ça les a motivés à montrer qu'ils étaient plus que, qu'ils n'avaient pas besoin des 2 mecs qui ont quitté le programme pour faire des choses. On est d'accord. Quel autre match sera intéressant à suivre alors, du côté, maintenant ça sera le samedi. UNLV, Syracuse, c'était vendredi. Le reste, c'est principalement. C'est pas la semaine la plus excitante. Pardon.
C'est pas la semaine la plus excitante en G5. Il y a beaucoup d'équipes en bye. De toute façon, de manière générale, dans le college football, là, les deux semaines qui arrivent, il y a pas mal de bye week qui vont être là à cause de la double bye week dont tout le monde dispose cette semaine. Donc, samedi à 18h, Navy affronte Air Force. Attention, même si on l'a dit, Air Force ne fait pas un bon début de saison. Match de rivalité. Entre les académies. C'est une rivalité et les matchs entre les académies militaires, comme ça se joue pratiquement que au sol, c'est toujours bizarre. On verra si justement avec Blake Horvat qui joue un peu plus à la passe qui joue quand même pas trop mal à la passe, est-ce que ça va être la clé de ces fameux plays à la passe, est-ce que ça va être un peu ce qui va débloquer le match? Ça va être intéressant à voir. Et puis c'est aussi un match pour un titre puisque c'est le Commander in Chiefs Trophy qui commence à se jouer, puisque c'est un trophée qui se joue entre les 3 académies militaires. Donc c'est un match qui a plusieurs c'est une rivalité pour un trophée. Navy est sur un chemin qui peut les amener au College Football Playoff, ce qui serait fou, mais bon, ils sont invaincus, donc pourquoi pas. Et 21h30, on aura plusieurs rivalités à ce moment-là du G5, notamment Est Carolina qui se déplace à Charlotte, donc ça c'est rivalité de Caroline du Nord, et App State qui se déplace à Marshall, ça c'est aussi la Caroline du Nord. Alors Marshall c'est Virginie occidentale, oui. Virginie occidentale, mais c'est rivalité des Appalaches, les deux facs qui sont pas très très loin géographiquement, qui sont toutes les deux montagnardes. Sortez vos fusils de chasse, vos gros manteaux à fourrure. C'est ça. On espère que les joueurs d'Upstate vont pas être trop perturbés par ce qui se passe actuellement en Caroline du Nord avec l'ouragan. Il y a eu des dégâts sur la fac d'Upstate. De ce que j'ai vu, ils ont récupéré l'électricité, ils ont récupéré tout ce qu'il faut, mais du coup, j'espère que ça va aller pour les Mountaineers. À 1h du matin, James Madison qui se déplace à Louisiana Monroe. Louisiana Monroe qui fait un bon début de saison, mais bon là normalement James Madison, si vous voulez voir encore un festival offensif de James Madison, ce sera à 1h du matin samedi, et 4h du matin il n'y aura pas de match du Group of Five puisque le dernier match du Group of Five se fera à 2h avec Hawaii qui se déplacera à San Diego State. Donc pas une super grosse semaine, mais attention, c'est peut-être dans des semaines comme ça ou une défaite surprise qui arrive. À noter notamment Army qui se déplace à Tulsa dans l'Oklahoma, ce sera à 18h samedi, donc pareil, petit match à checker parce que Army ça vaut aussi le coup d'œil sur ce début de saison. Voilà pour cette semaine dans le groupe. On a fait un tour d'horizon complet. Merci Geoffrey, merci Maxence. De rien. Merci à toi aussi. Merci à vous de nous avoir accompagnés. On se retrouve, alors je dis on, mais voilà, en tout cas vous retrouverez l'épisode de podcast la semaine prochaine. Voilà, on verra qui sera au micro, mais en tout cas l'épisode il sera bien là. On vous souhaite une excellente semaine de college football. Alors c'est vrai que c'est, comme tu as dit Geoffrey, c'est peut-être la semaine la plus light depuis le début de la saison. Et je pense que ça sera même la semaine la plus light de toute la saison. Voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de matchs ce week-end. Profitez-en, au contraire, pour regarder des petites équipes. En Power 4, il y a quand même quelques affiches. Oui, il y a notamment le communiste versus convict entre California et Miami. Ce sera à 4h30 du matin pour les plus courageux d'entre vous. Ouais, là, il va falloir mettre le réveil ou vieillir bien tard. Parce que à l'époque, on aurait pu dire il y a Clemson, Florida State, mais bon. Ouais. Après, il y a Georgia contre Auburn, il y a Ole Miss, South Carolina aussi. Il y a UCF, Florida. Il y a un Mizzou Texas A&M qui va être sympa. Et puis il y a quand même un remake de la dernière finale nationale. Quand même. Il y a Michigan-Washington. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on oublie que c'était la finale il y a un an déjà. Et ouais, le temps passe vite. Surtout en college football. On est d'accord. C'est maintenant un match de Big Ten. Eh oui. C'est vrai. Putain, c'est terrible. Voilà, on fait donc des bisous. On vous dit à la semaine prochaine. On vous souhaite une excellente semaine de college football. Ciao à tous. Et n'oubliez pas, profitez-en du peu de matchs pour vous checker des matchs de G5. Et puis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.